Ce lundi, condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. La 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris, qui s'occupe des délits économiques et financiers, a jugé Marine Le Pen et 23 membres du Rassemblement national coupables de détournement de fonds publics. Mais le point important dans cette histoire, c'est pour Marine Le Pen la peine d'inéligibilité, avec exécution provisoire, c'est-à-dire qui s'applique même si elle fait appel, autrement dit, qui l'empêche de se présenter en 2027. Évidemment, c'est le truc que tout le monde regarde, que la candidate qui est largement en tête dans tous les sondages pour la présidentielle de 2027 soit empêchée de se présenter, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une bombe politique. Essayons donc de comprendre cette affaire, les enjeux derrière, et profitons-en pour faire quelques points juridiques et pour refroidir un peu nos esprits. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Le point de départ, c'est les faits. En 2014, le Parlement européen soupçonne les assistants de certains députés Front National de ne pas faire leur boulot d'assistant parlementaire. Alors, parenthèse, chaque député européen, en plus de son indemnité, c'est-à-dire son salaire, a une enveloppe, 20 000 € et des brouettes par mois, pour payer des assistants parlementaires. C'est de quoi payer une petite équipe de 3, 4, 5 personnes qui font à la fois du secrétariat, il faut tenir l'agenda, il faut prendre des tickets de train, et de travail de fond. Il faut faire des rendez-vous avec les uns et les autres, rédiger des amendements pour améliorer les lois, bref, ils sont là pour aider le ou la députée à bien faire son travail parlementaire. Les assistants parlementaires, c'est pas des administrateurs en cravate attribués par le Parlement. C'est des gens qui sont recrutés directement par le député, qui sont politisés, souvent militants, et c'est normal, c'est des gens qui sont très proches de leurs députés dans leur travail. Mais du coup, le périmètre de leur boulot est toujours un peu flou. Par exemple, quand vous organisez pour votre député une session de questions-réponses avec des gens dans votre circonscription, est-ce qu'on considère que ça fait partie du travail de parlementaire, de rendre des comptes aux gens, ou est-ce que c'est du militantisme? Donc par construction, le boulot d'un assistant parlementaire est toujours un peu dans une zone grise. Malgré ça, la mission de l'assistant, c'est d'aider le ou la députée à faire son job de député. On ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que le Parlement européen reproche aux assistants parlementaires du Front National devenu Rassemblement National? Eh bien de ne pas faire de travail d'assistant parlementaire du tout. Prenons 2-3 exemples. Pendant des années, Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen, avaient comme assistant Thierry Légier. Thierry Légier, il est garde du corps. Il n'a jamais écrit un amendement de sa vie. Marie-Christine Arnautu, qui était députée européenne aussi, avait comme assistant Gérald Gérin. Il était majordome de Jean-Marie Le Pen. Louis Alliot, qui était député européen et maintenant maire de Perpignan, ancien compagnon de Marine Le Pen, avait comme assistant Laurent Salle. On n'a pas retrouvé un SMS ou un email entre les deux entre 2014 et 2015. Mylène Troginski, elle, avait comme assistant Julien Audoul, qui est maintenant député français. 4 mois après le début de son contrat d'assistant, il envoie un mail à Marine Le Pen lui demandant s'il peut assister à une séance du Parlement européen et faire connaissance avec sa députée. Donc, on vous renvoie vers le jugement, mais clairement ces assistants ne bossaient pas pour leur député, qui est au service des citoyens qui l'ont élu, mais pour le parti, ou pour les Le Pen. Ça s'appelle du détournement de fonds, qui est un joli mot pour dire du vol. Je vous rappelle qu'il y a 0 corruption, 0 enrichissement personnel. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. Et tout le monde vous dira qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Le juge a reconnu ni corruption, ni enrichissement. Le délibéré est clair, pas d'enrichissement personnel. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, dit le jugement de lundi, mais, je cite, le confort des dirigeants d'un parti. Donc, en 2014, le Parlement européen saisit l'Office européen de lutte antifraude. Leur enquête conclut qu'il y a du détournement de fonds, et le Parlement européen demande au Front National de rembourser. Alors pour donner rapidement un ordre de grandeur de la fraude du Rassemblement National, le parti de François Bayrou, le MoDem, a eu exactement le même cas de figure et a été condamné à rendre les sous. C'était 300 000 €. Dans le cas du RN, le Parlement réclame entre 4 et 5 millions. Donc, c'est gros comme affaire. Et donc en 2017, le Parlement européen vient toquer à la porte de la justice française, et se constitue partie civile. Alors, se constituer partie civile, ça veut dire se déclarer victime pour pouvoir demander des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice. La justice française ouvre une enquête préliminaire faite par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, c'est la police, et puis passe ça au juge d'instruction, donc un juge indépendant qui mène l'enquête. Et Marine Le Pen et une vingtaine de membres du RN sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Au bout de 8 ans d'enquête, lundi donc, ils ont été pour la plupart reconnus coupables de détournement de fonds publics et de complicité de détournement. Donc voilà pour les faits. Alors avant de parler de ce jugement, il faut faire un petit tour par le droit public, et par un truc qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Alors on dirait un truc chiant comme ça, mais en fait c'est super intéressant. Oh, mais on dirait que vendredi c'est droit public. Vendredi c'est droit public. Dans le droit, il y a un concept de base, on en a déjà parlé sur cette chaîne, qui s'appelle la hiérarchie des normes. Une norme de droit inférieure doit obéir à la norme supérieure. Autrement dit, un règlement, c'est-à-dire une règle décidée par l'administration, par exemple un arrêté du maire ou un arrêté du préfet, doit respecter la loi.
Et la loi, elle, doit respecter la Constitution. Et donc, le règlement doit respecter la Constitution. Alors il y a aussi la conformité des règlements et des lois, non pas à la Constitution mais au traité, mais on en parlera une autre fois. Et c'est pour ça que tout le monde s'énerve à chaque fois qu'un maire interdit le burkini dans sa commune. Il sait très bien que c'est illégal, que ça va être retoqué par le Conseil d'État, mais ça permet de faire monter la mayonnaise médiatiquement. Donc, hiérarchie des normes. Les décisions de l'administration et les décisions de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la loi, doivent respecter la Constitution. Et puis les traités européens. Mais comme dit, on en parlera une autre fois. Pour s'assurer que les règlements et les lois respectent bien la Constitution, il faut un juge. Et en fait, il y en a deux. Il y a le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État vérifie les règlements. Donc si par exemple Madame la maire interdit le port des chaussettes rouges dans votre commune, et ça vous fait caguer, vous attaquez cette décision devant le tribunal administratif. Alors ça peut monter au tribunal administratif d'appel et remonter jusqu'au Conseil d'État. C'est lui qui décide si l'arrêté municipal respecte la Constitution ou pas. Autrement dit, vos droits fondamentaux. Parce que vous avez le droit de mettre des chaussettes rouges, dit la Constitution. Le Conseil constitutionnel, lui, vérifie si les lois votées par le Parlement respectent la Constitution. Alors il y a deux manières de faire. Il y a le contrôle constitutionnel qu'on appelle a priori. C'est juste après que la loi est votée, avant que le président signe le décret d'application, on peut faire passer la loi devant le Conseil constitutionnel. Le président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée ou du Sénat ou 60 députés et sénateurs peuvent dire « Minute papillon, on vient de voter une loi qui dit qu'il est obligatoire de porter des pantacours dans une mairie, ça respecte pas le droit constitutionnel des gens à mettre un short s'ils ont envie, donc on envoie ça au Conseil constitutionnel direct pour vérification. » Et le Conseil juge qu'on peut pas infliger aux gens de porter des pantacours. Et on change la loi. Et puis il y a le contrôle constitutionnel qu'on appelle a posteriori, c'est-à-dire une fois que la loi est déjà passée. Et c'est souvent que la loi est très ancienne et on n'avait pas pensé à la contrôler avant. Cette procédure-là, et c'est ça qui nous intéresse dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Le principe est simple. Pendant un procès, n'importe quel procès, si vous estimez qu'un morceau de loi ne respecte pas vos droits, vous dites « question prioritaire de constitutionnalité », et là on met le procès en pause. C'est pour ça qu'on dit que la question est prioritaire, et on demande au Conseil constitutionnel ce qu'il pense de ce morceau de loi. Le Conseil constitutionnel tranche, et on reprend le procès. Et c'est ça qui s'est passé la semaine dernière. Un élu de Mayotte avait été condamné à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Cet élu a déposé une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité, en disant « Cette exécution provisoire ne respecte pas mon droit d'éligibilité, et mon droit à faire appel d'une décision de justice. » La question est remontée jusqu'au Conseil constitutionnel, qui a dit, la semaine dernière donc, « Non, 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 l'exécution provisoire respecte la Constitution et donc vos droits. » Cette décision, ce raisonnement juridique, il va ensuite être appliqué à tous les cas similaires dans le futur. C'est ce qu'on appelle faire jurisprudence. Et c'est là qu'on commence à voir le rapport avec l'affaire Le Pen. Si le Conseil d'État juge que c'est pas constitutionnel qu'un maire interdise les chaussettes rouges dans sa commune, on va pas recommencer le mois suivant avec une autre commune et des chaussettes d'une autre couleur, et puis l'année d'après avec des guêtres. Si ça recommence, le juge de première instance dira « Le Conseil d'État a déjà dit non pour les chaussettes, on considère que c'est pour l'ensemble des vêtements, et tous les prochains jugements, c'est pareil, et on gagne du temps. » La semaine dernière, le Conseil constitutionnel a rendu un jugement sur cette question prioritaire de constitutionnalité. Donc pour cet élu local à Mayotte, l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité, c'est conforme à la Constitution. Et donc, ce raisonnement devrait s'appliquer à Marine Le Pen s'il lui arrive la même chose. Entre les lignes, le Conseil constitutionnel dit au tribunal de Paris « Si vous mettez un stop à Marine Le Pen, elle pourra rien faire, donc prenez vos responsabilités. » On en vient donc au jugement de Marine Le Pen. Alors oui, peine de prison, bracelet électronique, 100 000 € d'amende, mais surtout inéligibilité. Le premier truc qu'il faut voir, c'est qu'une peine d'inéligibilité dans ce cas-là, c'est normal, au sens premier du terme, c'est même obligatoire. En 2016, l'Assemblée nationale, échaudée par l'affaire Cahuzac, le ministre du budget qui avait planqué son argent en Suisse, vote la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, aussi appelée loi Sapin 2. Cette loi rend obligatoire la peine d'inéligibilité contre quelqu'un condamné pour une infraction d'atteinte à la probité, par exemple le détournement de fonds publics. Entre 2017 et 2022, c'est les derniers chiffres du ministère de la Justice, toutes les condamnations pour détournement de fonds publics ont été assorties de peines d'inéligibilité. Toutes. Et on ajoutera qu'il y en a eu pour tout le monde. À droite, Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Patrick Balkany. À gauche, Jean-Christophe Cambadélis ou Jean-Noël Guérini. Donc, la peine d'inéligibilité pour Marine Le Pen, elle est juste normale. Maintenant, on peut prendre du recul là-dessus. Condamner quelqu'un qui a fait du détournement de fonds publics, à ne plus avoir le droit d'être élu pendant un temps, est-ce que c'est une bonne chose? Mais c'est pas une question juridique, c'est une question morale. Est-ce qu'on peut voler de l'argent et représenter le peuple? On laissera chacun juger. Il nous semble qu'on peut empoigner la question avec deux logiques différentes. Soit on considère qu'il y a une exigence morale pour les gens qui dirigent, et dans ce cas-là, on met des règles pour les élus. Soit une exigence lourde, genre casier judiciaire vierge pour avoir le droit de se présenter. Est-ce qu'il faudra un casier vierge, désormais, pour être candidat du Rassemblement national? Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie.
ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Soit avec une interdiction de se présenter pour ceux qui ont fait des fautes graves, et on fixe les conditions dans la loi. Pour les détournements, c'est tant, pour la corruption, c'est tant. Ou alors, on considère que, plus important que les exigences morales fixées par la loi, c'est les citoyens qui sont légitimes pour décider. Et donc, s'ils veulent élire quelqu'un qui a été condamné ou qui est récidiviste, bah c'est leur choix. Oh Patrick, Balkany. En France, on a pour l'instant fait le choix de mettre nos exigences morales dans la loi. On observera que c'est une position qui a longtemps été défendue au Rassemblement national. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Mais les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens, et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Manifestement, on est moins sur cette ligne ces derniers temps. En tout cas, le principe de la peine d'inéligibilité en cas de détournement de fonds publics, c'est une question morale plus qu'une question juridique. C'est un choix qu'on fait en tant que société et qui reflète nos valeurs. Venons-en maintenant au jugement, et à la partie la plus importante, l'exécution provisoire. Évidemment, Marine Le Pen, elle dit qu'elle est innocente. Mais évidemment que nous sommes tous innocents. Nous sommes non seulement totalement innocents des faits qui nous sont reprochés dans cette affaire. Elle estime qu'elle est parfaitement innocente des faits qui lui sont reprochés avec nos autres amis qui sont mis en cause. Soyons sérieux. On ne peut pas être payé pendant plusieurs mois comme assistant parlementaire et n'avoir pas écrit un mail à son député. Ça s'appelle un emploi fictif. Ça a duré 12 ans, c'était une machine bien rodée, c'était un système, et on parle de 4 millions d'euros. Et donc, Marine Le Pen et 8 autres députés européens ont été condamnés pour détournement de fonds publics. 12 assistants ont été condamnés pour recel le détournement de fonds publics, recel ça veut dire planquer le détournement, et 3 pour complicité de détournement. Il y en a un qui a été relaxé. Alors oui, Marine Le Pen a pris une peine très lourde. 4 ans dans 2 fermes, sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est lourd. Du coup, elle fait appel. Alors parenthèse droit, encore une. En France, on est dans un état de droit. Et un des principes de l'état de droit, c'est de pouvoir contester un jugement. Donc pour être très juste avec les citoyens, on a le droit de faire appel. C'est-à-dire que quand on est condamné, peu importe le délit ou le crime, on peut dire « je suis pas d'accord avec le jugement » et on est rejugé par une cour d'appel. Le jugement de la cour d'appel aussi, on peut faire appel. Et dans ce cas, on est jugé une 3e fois. Par contre, ce jugement-là, il est définitif. Alors le principe de l'appel, c'est que ça annule le jugement précédent. Autrement dit, si on est reconnu coupable et qu'on fait appel, on redevient présumé innocent. Et donc si par exemple on a pris une amende ou si on a pris une peine de prison, le jugement s'applique pas. Sauf, et c'est ce qui fait la bombe du moment, s'il y a une exécution provisoire. Alors exécution provisoire, on parle de quoi? Normalement, l'appel suspend l'exécution du jugement. Mais dans certains cas, le juge peut mettre une exécution provisoire à un morceau de la peine. Pourquoi? Pour protéger les autres. Imaginons que vous soyez grutier, et il vous arrive à l'occasion de vous en jeter un petit dans le gosier. Être bourré en haut d'une grue, c'est pas tout à fait recommandé niveau sécurité. Bon, on vous attrape, on vous fait un procès, et dans la foulée, le juge vous interdit d'exercer ce métier. Si vous faites appel, théoriquement, le jugement est suspendu, et vous pourriez reprendre les bêtises sur votre grue. Dans ce cas, le juge peut mettre une exécution provisoire à votre interdiction d'exercer cette profession, pour protéger les malheureux qui se prendraient des trucs sur la tête en attendant le jugement en appel. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine avec Marine Le Pen. Et c'est là-dessus qu'il y a débat. Le débat, c'est pas est-ce que Marine Le Pen est coupable ou pas. Les faits sont les faits. Le débat, c'est pas est-ce qu'elle aurait dû ou pas être inéligible. Ça, c'est obligatoire. Le débat, c'est est-ce que c'était nécessaire d'appliquer provisoirement l'inéligibilité. Parce que c'était pas automatique. Par exemple, Julien Audoul, qui était à l'époque assistant parlementaire européen et qui est maintenant député français, a été condamné. Il a pris 1 an d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire. Et comme il fait appel, il redevient présumé innocent, et donc il est éligible. Et donc s'il devait y avoir une dissolution au mois de juillet, il pourra se faire élire. Donc l'exécution provisoire de l'inéligibilité de Marine Le Pen, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Des arguments pour, il y en a 2. C'est les raisons qu'ont avancé le procureur dans son réquisitoire à l'automne et la présidente du tribunal dans le jugement. Argument 1, ça a duré 12 ans, et ça s'est arrêté seulement parce que le Parlement européen a porté plainte. C'est pas une erreur, c'est pas un truc ponctuel. C'est un système de détournement organisé par plusieurs personnes sur plusieurs années. C'est une conception entière de l'utilisation de l'argent public. Et Marine Le Pen était à la tête de ce système de détournement.
Confrontée aux faits, la ligne de défense de Marine Le Pen, ça a été « c'est pas vrai, je suis innocente ». Ce système de défense, dit la juge, révèle de la part des personnes condamnées, qui ont pour les principales une formation de juriste ou d'avocat, une conception peu démocratique de l'exercice politique, ainsi que des exigences et responsabilités qui s'y attachent. Autrement dit, vous savez très bien ce que vous avez fait, et vous vous foutez de notre poire. Et il y a des conséquences à vos actes. Le deuxième argument pour l'exécution provisoire, qu'avait mis aussi en avant le procureur, et ça va avec, c'est l'impératif d'exécution de la peine dans des délais raisonnables. Parce que s'il n'y avait pas eu d'exécution provisoire, Marine Le Pen aurait fait appel, donc présumée innocente, et puis refait appel, et on est en 2027, et elle est élue, et si elle est présidente, elle est intouchable juridiquement. C'est ce qui s'est passé avec Jacques Chirac en 1995. Toutes les affaires, la mairie de Paris, les billets en liquide, tout a été stoppé net à son élection. Donc l'argument du procureur, ça a été « c'est maintenant qu'on paye ses bêtises, parce qu'après, il n'y aura plus ». Et il ajoute « on n'est pas responsable des ambitions politiques des gens qu'on juge. C'est pas notre problème ». Maintenant, il y a aussi des arguments contre l'exécution provisoire. Le premier, c'est qu'elle peut créer des dommages irréparables. Le recours effectif, c'est celui qui permet de ne pas se voir imposer en première instance une décision dont les conséquences sont irréparables. Si Marine Le Pen est reconnue innocente en appel, l'élection lui serait passée sous le nez. C'est un vrai problème. Le deuxième argument, c'est qu'avec l'exécution provisoire, de fait, les juges ont une influence sur l'élection présidentielle de 2027. Et ça viole la séparation des pouvoirs. Donc notre juge, elle est dans une situation de corne-cul, parce que, en mettant une exécution provisoire à l'inéligibilité, elle fait potentiellement des dommages irréparables à Marine Le Pen, en faisant sauter l'élection de 2027. Mais si elle ne la mettait pas, de fait, Marine Le Pen échappe à la justice pendant potentiellement 15 ans, pour un détournement de fonds publics dont toute personne avec un minimum de bonne foi reconnaît qu'il est réel et vraiment grave. La juge, ou plutôt les 3 juges, parce qu'ils sont 3, ont considéré que l'exigence de justice était plus importante que les conséquences politiques, qui, disent-ils, les regardent pas. Le problème, c'est que cet argument de dire que la justice fait son boulot et la politique ça la regarde pas, c'est théorique. Dans la pratique, cette décision ouvre une brèche dans laquelle la droite s'engouffre avec une énergie qu'on voit depuis quelques jours. Donc, Marine Le Pen est condamnée. Il y a une exécution provisoire de son inéligibilité. Autrement dit, juridiquement, elle peut rien faire. Il reste donc une porte de sortie, amener le débat sur le terrain politique, et donc d'accuser le pouvoir judiciaire de partialité. Des juges ont décidé de manière partiale, partisane. Non, mais vous êtes coupable ou victime? Et nous sommes victimes, effectivement, d'un acharnement judiciaire et d'un coup d'État des juges. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une motivation politique qui est faite dans la décision de la juge. La motivation politique, c'est de rendre exécutoire la peine pour justement priver Marine Le Pen de l'élection présidentielle. Mais je conteste le fond du jugement, parce qu'il a été prononcé avec un dispositif qui ne me paraît pas juridique, mais totalement politique, et c'est la première fois que je vois ça. Nicolas Sarkozy a fait ça. Est-ce que vous maintenez vos propos, je crois que c'était au mois de mai dernier, que les magistrats certains sont dans un combat politique? Un de vos confrères a révélé que la personne qui m'avait jugé en appel avait prononcé des paroles d'opposition quand j'étais président extrêmement violentes. Quand vous êtes jugé, vous devez être jugé par quelqu'un dont vous pensez qu'il n'a rien contre vous. Silvio Berlusconi a fait ça. Ces juges ne travaillent pas pour le pays, ils travaillent contre le pays. Donald Trump a fait ça. We will also launch sweeping civil rights investigations into Marxist local district attorneys. And that's what we have. They're Marxists in many cases. Prenons 2 minutes sur cette question de la politisation de la justice. Est-ce que l'argument tient la mer? Oui et non. Essayons de comprendre les arguments du RN, même si on observera qu'ils mettent dans un même sac les procureurs, les juges, les responsables politiques avec des « ils » et des « le système ». Le système a sorti la bombe nucléaire et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Ils nous ont volé les législatives par des manœuvres scandaleuses et ce jour-là, ils viendront pleurer car ils ne pleurent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. Nous avons des principes et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de principes. Ils brandissent ces principes lorsqu'ils sont eux-mêmes empêchés ou gênés. Mais lorsque leurs adversaires le sont, ils se réjouissent. Pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. En fait, il y a 2 arguments. Il y a l'accusation contre les procureurs, qui dépendraient du pouvoir politique. Et puis, il y a l'accusation contre les juges, qui ne seraient pas impartiaux. Alors, parenthèse juridique, on y prend goût, pour faire la différence. Il y a 2 catégories de magistrats. Les magistrats du parquet, qu'on appelle les procureurs et qui demandent l'application de la loi au nom de la société, et il y a les magistrats du siège, qu'on appelle les juges, qui, comme leur nom l'indique, jugent.
Alors parquet parce qu'il demande l'application de la loi debout, sur le parquet donc, siège parce que les juges, eux, rendent la justice assis. Un des grands principes démocratiques, c'est la séparation des pouvoirs. Est-ce que les procureurs et les juges sont indépendants du pouvoir politique ? Très schématiquement, les procureurs ne le sont pas complètement. Ils sont soumis à l'autorité du ministre de la Justice. Officiellement, il n'a pas le droit d'intervenir, dans la pratique, c'est plus compliqué. Et surtout, il peut les virer. Donc disons pour simplifier qu'ils ne sont pas indépendants. Les juges, par contre, sont indépendants. Alors ils sont nommés par le président, sur avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais ils sont inamovibles, on ne peut pas les virer. Et donc, on ne peut pas faire pression sur eux, contrairement aux procureurs. Donc, on ne peut pas accuser les juges d'être influencés par le pouvoir politique. Revenons maintenant aux deux arguments qui justifient pour le RN l'idée d'une politisation de la justice. Le premier, c'est l'obéissance du procureur au ministre, et donc à Emmanuel Macron. C'est parce qu'il est soumis au ministre qu'il s'en prendrait à l'opposition. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien plutôt pas. Ces dernières années, le parquet a commencé des enquêtes sur tous les partis politiques, y compris les partis qui étaient au pouvoir. On se souvient de la perquisition des locaux de LFI dans leur affaire d'assistant parlementaire. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! En 2013, le parquet de Lille lance une enquête pour corruption contre le Parti socialiste, qui était alors au pouvoir. En 2017, il enquête sur les assistants parlementaires du MoDem, alors dans la majorité. Donc dire que le parquet est politisé et s'en prendre à Marine Le Pen parce qu'il veut sa peau politiquement, c'est pas honnête. Maintenant, la question de la politisation du juge. L'argument du RN, c'est ces gens-là sont de gauche. D'ailleurs, regardez, le syndicat de la magistrature a appelé à voter contre l'extrême droite en 2022. Au mois de juin dernier, le syndicat de la magistrature en appelle aux magistrats et aux magistrates pour empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Il s'agit d'un procès politique qui a été intenté par nos adversaires politiques socialistes et qui là aujourd'hui, ce jugement est rendu par une adversaire politique, soutien d'Eva Joly. L'argument, c'est ils ont beau être indépendants du pouvoir politique, ils sont pas indépendants de leurs opinions personnelles. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Les uns diront, attendez, les juges, déjà ils sont pas seuls, il y en a 3, ce qui limite déjà les partis pris, et puis c'est précisément leur métier de mettre leurs opinions de côté. Ils ont une déontologie, ils ont une formation, bref, il y a des garde-fous. Les autres diront, oui, mais enfin, ils sont humains. Ça les empêche donc pas d'être influencés par leurs propres opinions, surtout quand l'affaire est politique. Et ça, c'est un vrai argument. Maintenant, à partir du moment où un juge, ou même 3, peut décider de l'élection présidentielle, il y a forcément un doute sur les motivations personnelles. Est-ce qu'il n'a pas été influencé par ses opinions ? Peu importe si le juge a parfaitement fait son job, il y a un doute. Et c'est ce doute que le RN exploite en tapant sur la justice qui est un problème, parce qu'il sape la confiance. Réfléchissons 2 minutes à cette histoire de confiance. La base du système démocratique, et on peut même aller plus loin, la base de toute société, c'est la confiance. La raison pour laquelle nous tous, on accepte un morceau de papier bleu avec écrit 20 dessus, en échange d'une marchandise, c'est parce qu'on a confiance dans le fait que quelqu'un d'autre l'acceptera plus tard, et ainsi de suite. La raison pour laquelle nous tous, on accepte qu'un policier soit armé, et pas nous, c'est parce qu'on a, à un certain degré en tout cas, confiance pour être à peu près en sécurité. La raison pour laquelle on accepte la décision d'un bibliothécaire, d'un conseil municipal ou d'un juge, c'est parce qu'on a dans l'ensemble confiance dans la machine. Le jour où on n'a plus confiance dans le petit morceau de papier bleu, on se met au troc. Le jour où on n'a vraiment plus confiance dans la police, on porte un Glock à la ceinture. Et cette décision de justice, qu'on soit d'accord avec ou pas, vient ouvrir un boulevard au RN pour attaquer cette confiance. Il s'agit d'une négation pure et simple de l'état de droit. S'il n'y a pas là un scandale démocratique, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et ça tombe. Mais c'est l'exécution provisoire qui produit des effets définitifs, irréversibles et gravissimes pour la démocratie. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Ce qui s'est passé avec la fermeture de C8 s'inscrit dans cette dégradation, dans cet affaissement et dans cette disparition progressive, continue et j'allais dire concertée de notre démocratie. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que là, moi j'ai peur pour mon pays. Écoutons ce que dit l'historien Yuval Noah Harari, qui a écrit Sapiens, de la confiance et de la démocratie. The key issue is that democracy is based on trust, whereas dictatorship is based on terror. If you systematically destroy trust in institutions, destroy trust in the media, in academia, in the courts and so forth, when you destroy all trust, the only thing that can still work is a dictatorship. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Tant qu'il y aura un doute sur l'impartialité du juge qui rend justice, qu'il soit justifié ou pas, tant qu'il y aura ce doute, ça recommencera. Il nous semble que la seule manière de sortir de cette histoire, c'est d'imaginer des règles de fonctionnement qui donnent confiance à tout le monde. Par exemple, et si, pour les affaires qui touchent les partis ou des acteurs politiques, il y avait une cour de justice à part, qui applique le même droit, mais qui serait constituée non pas de juges, mais de citoyens tirés au sort, comme aux assises, avec des juges et des professionnels du droit pour encadrer. L'avantage d'une institution comme celle-là, c'est que le jour où 30 ou 40 citoyens tirés au sort disent « Madame Le Pen a fait des bêtises, inéligibilité avec exécution provisoire », l'argument du « oui mais les juges sont contre moi », il tient pas.
Et elle ne peut que s'incliner devant la décision du peuple français. Alors, c'est une idée, il y en aurait plein d'autres. On en revient donc à notre dada, à l'esprit critique, qui est d'essayer de penser les règles différemment. En l'occurrence, mettre des règles qui n'abîment pas notre confiance à tous, confiance sans laquelle il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette semaine? Nous, ce qui nous étonne, c'est la pauvreté de notre système de valeurs en tant que société. C'est pas une question d'indépendance de la justice ou de procédure pénale. C'est la place que nous, tous, on donne à l'honnêteté, à la vérité, à la responsabilité. On a une femme, à qui on peut reconnaître tout un tas de qualités, qui prétend à la présidence de la République, c'est-à-dire à nous représenter tous. La justice montre qu'elle a détourné méthodiquement plusieurs millions d'euros, dans l'intérêt de son parti, autrement dit, à notre détriment à tous. Et on a une partie d'entre nous qui dit « c'est pas grave, je voterai pour elle quand même ». On doit vous avouer qu'on est assez sidéré et triste face à ça. Pour nous, les lois, les droits fondamentaux, les institutions, toute cette grosse machine, ça n'est qu'un moyen de faire gagner un certain nombre de valeurs auxquelles on croit tous. Cette semaine, ce qui nous saute aux yeux, un peu plus que d'habitude, c'est que les repères moraux les plus élémentaires, ne pas prendre de l'argent qui appartient à tout le monde, ne pas raconter de mensonges, assumer ses bêtises, tout ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qui va être chef en 2027. En attendant, l'honnêteté, la vérité, comme tous les problèmes les plus immédiats, la planète, l'hôpital, la sécurité, l'éducation, l'agriculture, tout ça, ça attendra. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On sait qu'on n'en fait pas assez sur YouTube ces derniers temps. Le projet Cogito étant chronophage, on essaye en revanche d'assurer nos épisodes sur Insta toutes les semaines. Merci à nos tipeuses et tipeurs, et merci à nos soutiens de la première heure. On revient bientôt sur cette chaîne YouTube avec des épisodes, on espère, très vite. Bientôt. Bientôt. On s'y engage, peut-être. Sous condition.